Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet. Boum pour une nouvelle vidéo. Box, évidemment. Et le timing est parfait dans cette semaine de fight, de gros fight. Enfin, de gros fight, de grosses affiches. Est-ce que vous pleurez encore comme moi que ceci n'ait pas lieu? D'ailleurs, au passage, allez voir la dernière libre antenne où on revient sur cette annonce, on essaye de décortiquer et je pense que l'histoire nous donnera raison sur quelques analyses où je pense qu'on tombera juste. Ah ouais, désolé. Ce qui fait que pour le nouveau combat de Manny Pacquiao, changement d'adversaire, et c'est Yordenis Ugas qui a la chance, l'opportunité, que dis-je, la soirée de sa vie sportivement en perspective ce samedi. Alors, il est temps peut-être de s'attarder sur cet adversaire, sur ce nom, Ugas, qui circule évidemment depuis un moment chez les fans hardcore de boxe, je dirais. Et on va s'y pencher et je pense que ça va être très intéressant de se pencher sur cette carrière-là et ce qui nous permettra d'avoir une meilleure peut-être perspective du combat à venir. Yordenis Ugas, alors, cubain de son état, est formé à l'école cubaine. Voilà. Donc, avec tout ce que ça implique en termes de pédigré boxe, on reviendra sur ce cliché qui ne lui correspond pas tant que ça. Oui, c'est un boxeur cubain. Oui, il a fait toutes les étapes d'apprentissage à la cubaine, évidemment. Dans le milieu amateur, dans les années 2000, il est connu de tous. Véritablement, il fait de nombreux, dès ses 16 ans ou 17 ans, si je crois bien, ou oui, dès ses 16 ans, il est déjà dans des compétitions internationales, où d'ailleurs, je crois qu'en 2003, il va perdre une finale d'un grand championnat, enfin d'une grande compétition contre Amir Khan. Voilà, donc déjà. Bref, il passe toutes les étapes, il est vraiment dans le giron de ces amateurs absolument connus de tous. Et en tant que Cubain, eh ben, il va avoir l'opportunité de vivre la plus grande expérience sportive qui lui est possible d'accéder, c'est bien sûr les JO de 2008, Pékin. Voilà. Et ben on l'oublie trop souvent. Il va avoir une petite parenthèse française à Yordenis Ugas. Pourquoi? Parce que l'un des upsets, si ce n'est peut-être l'upset de ce tournoi, quand on y regarde a posteriori, est provoqué par un Français. Douada So arrive à gagner contre Yordenis Ugas. Voilà. So a une victoire sur Ugas. C'est assez énorme. J'aimerais pas être à la place de notre ch'ti français parce que c'est aussi très symbolique. C'est-à-dire que on peut dire objectivement que So n'a pas eu la carrière pro qu'il aurait mérité. Et pour des mecs qui ont réussi à battre Ugas à certains moments de sa carrière, que ce soit aux Jeux Olympiques ou après, je pense que cette semaine doit être assez dure à vivre. Ça doit réveiller des remords, tout ça. Je le dis sans... comment dire je le dis aussi avec amertume parce que on se dit que dans d'autres conditions, combien de sportifs qui parlent notre langue, qui nous ressemblent, qui viennent des mêmes villes que nous, auraient pu avoir une histoire sportive complètement différente. C'est assez difficile, mais bref, que Ugas soit éliminé en quart de finale, c'est assez énorme parce que il ne rentre pas dans, on va dire, ce club de prestige chez les Cubains, des médaillés.
lui qui avait le profil pour. Et donc, de là, Ugas va arriver aux États-Unis pour faire une carrière pro. Et le fait de ne pas avoir de médaille, je pense, change tout et dit un peu tout de sa carrière. C'est une carrière extrêmement intéressante pour ce Cubain par bien des aspects, parce que c'est une carrière difficile, une carrière, je te dirais, presque à l'ancienne. Alors pas en termes de nombre de combats, parce que actuellement je crois qu'il a une trentaine de combats, hein. Mais c'est une carrière où les spotlights ne sont pas là dès le début, où c'est pas les grandes promotions qui tout de suite le signent, le mettent dans leur cheptel, créent une voie tout tracée pour lui, tranquillement, pour faire des grands combats sous leur enseigne. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est à la dure. À la dure, ça boxe dans ces années 2010-2011. Ça boxe beaucoup. Déjà 2010, hein, donc c'est déjà il y a 11 ans. Hein. Il y a 11 ans. Une carrière professionnelle qui a déjà 11 ans. Donc ce n'est en termes de... Comment dire, à la fois d'expérience, mais en termes aussi de fraîcheur pour le combat de samedi, ça a son importance. Ce n'est déjà pas le premier venu. Et quelque part dans cette boxe moderne, c'est un vétéran. Mais revenons sur ces premières années où ça enchaîne, victoire, ça boxe beaucoup, généralement tu sais une fois par... Enfin, dans les premières années, hein, je te parle. Après, ça sera autre chose. Mais ça va avoir des complications. Je te dirais pas des stops, mais des complications, parce que dans ces années où en fait ça n'intéresse personne, moi comme d'autres, le nom d'Ugas ne revient pas à nos oreilles, alors qu'on suit la boxe tous les jours, parce que c'est la boxe de sous-card, de quotidien, de voyage, de road warrior, même s'il est au sein des États-Unis, ce qui explique 2 défaites qui vont arriver. Alors quand elles arrivent, je ne sais plus exactement, attendez, j'ai noté ça, 2012 effectivement, et 2014 contre Johnny Garcia et Emmanuel Robles, inconnus au bataillon. Mais ce qui est à noter, je ne suis pas allé vérifier les images, je ne suis même pas allé voir si on pouvait retrouver les images, pas le temps. Il y a quelque chose, c'est déjà des split décisions. Qu'est-ce qu'une split décision en soi si ce n'est l'adage du it can go either way? Donc c'est objectivement c'est compliqué, hein. Donc c'est des split décisions, ça vous donne un indicateur, et surtout l'autre indicateur qui est important, c'est que c'est des décisions qui sont chez l'adversaire. Voilà. Une en Arizona, une en Californie. Vous comprenez? Voilà. Et parce que Ugas, vous voyez à quoi ça se joue de faire connaître son nom aux Jeux Olympiques ou pas, hein. Pourquoi cette médaille finalement qui doit être relativisée est finalement si importante en termes de futur business, c'est que Ugas, même avec une médaille de bronze, je pense pas qu'il a le même début de carrière. Mais bref. Donc 2 défaites dans son record, et donc si tu ne décortiques pas la chose, tu dis déjà 2 défaites, voilà, qu'est-ce que ça vaut vraiment. Et mais finalement, c'est des défaites dont je ne sais pas si elles sont méritées ou pas, mais qui symbolisent quelque chose. C'est que Ugas, finalement, en avait besoin pour travailler, parce que il va enchaîner sur une 3e défaite qu'il a, et une défaite légitime. On est en 2014 contre un boxeur que personnellement j'ai adoré, Amir Imam. Amir Imam, c'est vraiment... On en parlait il y a quelques temps, quand on parlait d'Obakar, dans les années 90, ce Obakar, ce Walter qui les a tous affrontés, et qui n'a jamais eu de titre. Vous voyez encore, même si je ne te parle pas d'être champion du monde, je devrais avoir un titre, hein, tu vois.
Amir Iman, je pense que ça sera la même chose. Tu vois, il faudra une carrière compliquée, mais en 2014, il a 23 piges, il boxe proprement, mais superbement. Je te dirais que c'est un boxeur tellement élégant et tellement beau à voir, et qui va passer la leçon à Ugas. Parce que Ugas n'est pas le Cubain typique, ou n'est pas ce Cubain typique qui va être un maître en termes de mouvement, en termes d'angle, en termes de faux rythme, tout ce qu'on connaît des Cubains. Non, c'est pas du tout la même chose. C'est Amir Iman qui boxe, et c'est un 8 rounds, et il boxe terriblement bien. Ugas, il domine. Il n'y a rien à dire, c'est 8 rounds de domination pugilistique. Il y a même, je me souviens, il y a même une image qui est, je trouve, assez marquante, c'est qu'au 8e round, ce Ugas qui est à la fois qui a une physicality très impressionnante, qui reste devant, les mains bien hautes, au 8e round, il reste devant, et même il se penche, et il ne fait plus rien. Il ne fait plus rien. C'est symbolique. C'est vraiment symbolique du plafond de verre qu'il se prend dans ce combat. Et là, autre défaite. Et c'est assez une grosse victoire pour Amir Iman. Et là, tu te dis, Yuga, c'est les méandres. C'est les méandres. Pourquoi ? Parce que ça accumule là des défaites. Là, on est sur sa 3e, et vraiment, celle-là est extrêmement symbolique. En plus, sur un 8 rounds. Et ça n'a pas une boxe de cubain. C'est-à-dire que Ugas privilégie son physique. Il est grand pour la catégorie. Il est massif. Et donc, il est plutôt un pressure fighter. Je trouve que c'est vraiment il y a presque une contradiction dans les termes, tu vois. C'est un pressure fighter, il reste en face de toi, il met une pression physique, mais Amir Iman va vraiment jouer sur tous les points qui ne vont pas. Donc de là, comment interpréter la carrière ? On est en 2014 et on est en mai. Ugas ne boxera plus pendant 2 ans. Plus de 2 ans. Il ne va plus boxer. Il revient en 2016 sous les grandes soirées PBC. Et c'est là en fait que je pense il sauve complètement sa carrière. Complètement. Parce qu'il est certainement pris, ça me laisse supposer qu'il est certainement pris pour perdre, pour être le B-side. On est à Verona contre un boxeur estampillé PBC très très jeune pour l'époque, Jamel James. Jamel James, c'est un boxeur notamment qui, avant que le New World Order, la pandémie commence, que je devais aller voir. Je vais faire un road trip pour aller le voir combattre contre Thomas Dulorme en avril 2020, parce que je trouvais que c'était une affiche intéressante et qu'il y avait un beau pedigree box dans l'affiche. Et Jamel James est c'est une anguille. Le mec est un géant pour la catégorie. Voilà. Pour la catégorie, de très très longs segments, ça boxe bien, ça boxe propre, et on se dit que le match-up a été fait pour que Jamel James fasse un step-up. Il est invaincu à l'époque. Face à un step-up, face à une victoire d'autant plus importante contre un Olympien cubain. Ça se prend toujours. Et ce qui se passe, c'est que Ugas revient, mais revient meilleur. Ça, je pense que personne ne l'attendait. Il revient meilleur, pourquoi ? Il revient meilleur parce que il a amélioré sa boxe. Sa boxe reste la même. Pressure fighter. On fait confiance à sa physicality. Les mains hautes. Mais meilleur coup d'œil. Mais meilleur travail. Et travail efficace. Surtout travail efficace. Ce qui fait qu'il va désarçonner Jamel James. Et que après 2 ans d'absence, après une carrière qui était dans le mur, Ugas a enfin sa grande victoire. On ne comprend pas à l'époque, Jamel James était vraiment un prospect qui commençait. Mais c'est une victoire qui, à mon avis, change tout.
Victoire au point, hein, mais c'est une décision unanime et normalement, enfin, il n'était pas privilégié, donc c'est impressionnant. Et là, va se passer quelque chose, c'est qu'il va affronter encore un autre prospect à l'époque. Depuis, ça a décéléré. Bryant Perella, qui plus tard aussi perdra contre Collazo dans un gros combat. Et là encore, grosse victoire. Et là, arrêt au 4e round, il fait complètement craquer ce jeune prospect invaincu et là gaucher. Et c'est le signe. C'est le signe que Ugas, là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe vraiment. Alors, il ne va plus accumuler les combats comme avant. Ça va être un peu plus parcimonieux, tu vois. Il combat 2 fois en 2016, beaucoup plus 3 fois dans la première période de 2017, jusqu'à un combat qu'on a un peu oublié, mais qui était en sous-carte, mais pas dans la carte pay-per-view, en sous-carte, qui était dans la soirée de Mayweather-McGregor. Ouais, Mayweather-McGregor, c'est Ugas contre Thomas Dulorme. Et là encore, c'est un autre statement que fait Ugas. Thomas Dulorme est encore une fois beaucoup plus connu pour les amateurs de boxe. Et Ugas, encore une fois, perfectionne son style, qui va désarçonner Dulorme. C'est un gros combat, c'est un défi physique que Ugas impose et qui va continuer, impose à chaque fois, qui fait que Dulorme est désarçonné. C'est aussi une victoire au point. Il n'arrive pas à finir Dulorme. Dulorme a du métier quand même. Voilà. On est en 2017, on est en août. C'était quoi là? C'était 26 ou 27 août 2017, c'est cette histoire. Et Ugas, en fait, son retour est un retour vraiment payant. Il fallait absolument pas se rater, c'est ce qui se passe. Et il montre tout son talent. Et ça absolument. Ça commence à devenir, moi je trouve, impressionnant. Pour cette catégorie, ça va devenir impressionnant vraiment pour cette catégorie des Walter. Et donc là, je pense qu'il y a un changement aussi ce soir de Mayweather-McGregor dans la tête des dirigeants de PBC. C'est Ugas va être... ils se disent peut-être qu'il faut qu'on travaille lui. Il y a peut-être un truc là. Il y a peut-être un truc à faire, peut-être qu'on le travaille. Et ce qui va se passer, ça va être... Et on passe déjà à l'année 2018, en février 2018, avec, je te dirais à mes yeux, le gros statement de Ugas. On a en sous-carte de Garcia contre Brandon Rios. Vous savez, Danny Garcia contre Brandon Rios, et ce gros chaos. C'est Brandon Rios qui ouvre la fenêtre. Danny, knock-moi. Eh ben, il s'est fait knocker. Mais le combat de la soirée, mais vraiment de loin, c'est Ugas contre Ray Robinson. Ray Robinson aussi, boxeur pro, compliqué à prendre. Vraiment compliqué à prendre. Je pense que la suite donnera raison à Ray Robinson, qui reviendra fort. Je crois que c'est lui qui met un gros arrêt à... Comment il s'appelle Josh Kelly. Vous irez vérifier. Mais plus tard, en soirée d'Azone, il mettra un stop à Josh Kelly qui n'était pas prêt à affronter ce niveau d'expérience du tout. Donc Ugas et Robinson, c'est un combat, c'est le combat de la soirée, et c'est parce que les deux savent que à partir de là, ils rentrent vraiment dans la danse, puisque la boxe et le boxing business, c'est aussi ça. C'est rentrer dans la danse, dans cette liste. Dans chaque catégorie, en fait, les promoteurs, les spectateurs, les fans hardcore, on a une liste de mecs qui sont, selon nous, au top. Et ce combat-là, qui est une sorte de demi-finale mondiale, pour je ne sais plus pour quelle fédération, on s'en fout, c'est une sorte de demi-finale mondiale, mais ce qu'il faut que vous compreniez plus, c'est que le vainqueur va rentrer dans cette liste de noms qu'on va commencer à poser.
Combat, encore un combat au gros défi physique. Ougas qui est Ray Robinson à ses moments, hein, plutôt là je te parle de mémoire, mais plutôt en début de combat. Mais Ougas va le faire craquer, genre vers le 9ème. Hein, il prend l'ascendant, je me souviens plus. Ouais, c'est un, c'est un, c'est un arrêt, je sais plus à quel round. Je sais plus si c'est dans les championship rounds ou pas. Vous vérifierez, mais toute la fin de combat, toute la boxe du Gas fait craquer Ray Robinson et finalement, a posteriori encore une fois, tu te dis belle victoire, belle victoire. Et de là, Ougas rentre dans la danse des professionnels de la profession, c'est-à-dire promoteurs et puis tout le milieu. Vous comprenez, boxeur, entraîneur, manager, tout le milieu. Comment ça? Tu sais, le cas Ougas maintenant est vu de tous, est analysé de tous. Et finalement, on commence à faire dans notre tête des match-up avec Yordenis Ougas. Il va encore boxer 2 fois pour cette année 2018, ce qui, pour un boxeur maintenant estampillé PBC, est pas mal. Ça garde du rythme. Parce que n'oubliez pas qu'Ougas, là, il a dépassé la trentaine. Voilà. Ce retour aussi bon, aussi positif, je pense qu'il était. Enfin, ce niveau de positivité dans son retour était presque inattendu, je pense, peut-être Ougas lui-même. Donc, voilà, il est de retour et on va finalement aller sur ce combat qui pose problème et qui est polémique de février 2019 contre Sean Porter. Il a enfin sa chance mondiale, ou plutôt contre un title holder, qui est Sean Porter. Pas besoin de préciser qui est-il. Et ce combat, finalement, c'est un combat pour Sean Porter. C'est Sean Porter la star de la soirée. Le A-side, Ougas est B-side. Pour la plupart des aficionados, c'est la découverte d'Ougas ce soir-là. Et c'est un combat extrêmement intéressant puisque finalement, et de ce combat d'ailleurs j'aimerais dire, parce que ça j'ai vraiment le souvenir de l'avoir suivi, tout ça, il y a du retard, on est en Californie mais il fait très froid, on est en extérieur, il y a plein de paramètres qu'il faudra remettre en perspective pour avoir une meilleure analyse de ce combat qui, pour beaucoup, a été gagné par Ougas. Pourquoi? Parce que Ougas reste dans sa logique. Il a raison. Je pense que de toute façon, il est trop vieux, si on peut dire. Il est trop vieux dans sa carrière pour vouloir changer sa boxe. Non, ça n'a aucun sens. Sauf que, encore une fois, sa boxe est vraiment léchée dans ce côté pressure fighter. Je suis grand, je mets la pression à mon adversaire. Et finalement, on est dans un paradoxe parce que Sean Porter choisit un match-up qui ne lui ressemble pas. Pourquoi? Est-ce que les éléments de la soirée l'entraînent à choisir enfin, pas le match-up, mais sa stratégie. L'entraîne à choisir cette stratégie. C'est peut-être. Parce qu'on a un Sean Porter qui a vraiment fait ce soir-là, plus que toutes les autres soirées Porter qu'on connaît bien, qui fait le boxeur. Lui aussi qui est ce boxeur agressif, toujours limite du dirty sans jamais y tomber. Vous comprenez ce que je dis, mais qui te rentre dedans tout le temps, qui a un cœur énorme et qui y va. Et là, on a un porteur qui fait le boxeur. Alors moi, ma théorie vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'il a fondé toute sa stratégie sur le combat contre Amir Imam de 2014, donc 5 ans avant. Amir Imam avait montré un game plan parfait. Sauf que Sean Porter n'a pas le même corps, la même dimension, les mêmes segments qu'Amir Imam. Et Amir Imam avait le game plan parfait contre Ougas en 2014. Sean Porter, moi c'est l'impression que ça me donne, essaye de refaire ça. Mais ça ne fonctionne pas. Donc ça bute. Donc le combat, alors attention, c'est pas une domination à l'extrême du Ougas, mais Ougas est là. Est-ce qu'il est devant? Je pense qu'on peut le dire. Il est devant. Combat assez serré, mais en toute, si la logique du sport était respectée,
du sport et boxe. Qu'est-ce que je raconte? Ugas pouvait prétendre à la décision. Mais je pense que les lois du boxing business ont été trop fortes. Et on donne une split décision. Split décision quand même. Hein. Ça veut dire qu'il y a un juge qui n'avait pas besoin de lunettes ce soir-là. Contre Sean Porter. Donc Ugas est dégoûté de la vie parce que il sort une vraie performance sportive. Hein. On oublie de regarder c'est l'effort physique, l'effort sportif que la boxe peut être. Parfois, on a l'impression toujours d'être en phase de super-héros. Mais non, c'est un gros truc qui est lâché. Sean Porter, je pense qu'il s'est emmêlé aussi les pinceaux. Enfin, faut aussi reconnaître ça. Et de toute façon, le futur de Porter après me fait penser à ça, me le prouve. Mais donc, comment va réagir le business avec ça? Ugas va recombattre pour certainement sa performance la plus impressionnante de sa carrière aux yeux du monde. Il est en sous-carte de qui? De Manny Pacquiao. On est Pacquiao-Furman, on est le combat en sous-carte. Et Ugas va vraiment, je pense, va être un des grands bénéficiaires de cette soirée parce qu'aux yeux du monde, il se fait découvrir une nouvelle fois. C'est un pay-per-view qui marchote plutôt pas mal. Et Ugas fait une performance et il monte toute ça. C'est limpide. Si tu veux vraiment voir ce qu'est la boxe d'Ugas, tu regardes ce combat. Son stand, que je trouve vraiment à montrer dans toute école de boxe, il a les jambes arquées parfaitement pour son stand. Ce qui fait que il n'a pas un gros jeu de jambes, c'est-à-dire en termes de vélocité, en termes de mouvement, en termes d'angle, mais c'est comment dire, c'est rentrer dans la terre, si je puis dire. C'est des fonds, comment dire, c'est un positionnement extrêmement pertinent, et on est toujours dans cette boxe de pressure fighter. Et le Omar Figueroa, alors il va tout simplement se faire démonter. Hein, c'est clair, c'est one way ce combat, et c'est vraiment un display pour Ugas. Mais autant Ugas, si tu regardes Ugas seul, c'est extrêmement intéressant. Mais il faut remettre en perspective ce match-up. Omar Figueroa Jr. est un personnage trouble. Certainement talentueux, mais je pense que, les rumeurs dans le milieu, on sait qu'il est pris par des démons et qu'il a une carrière complètement fuckée de la tête. C'est-à-dire que ça boxe quelquefois quand en fait je pense qu'il a besoin d'argent, après ça disparaît. Et ça n'est Figueroa, c'est vraiment une figure, si je puis dire, qui n'est absolument pas intéressée par quelconque legacy ou quelconque titre sportif. Hein. C'est là, ça disparaît. Voilà. Et Figueroa est absolument dans une mauvaise période, ça se voit aussi. Et c'est un mec qui est invaincu au moment des faits et qui perd son haut parce que la loi et les dieux de la boxe ne pouvaient plus être avec ce mec. Hein. Voilà, donc à remettre en perspective, puisque je pense que l'opposition de Ugas est trompeuse. Est vraiment trompeuse. Mais, grosse perf, il en impose. Et surtout, avec une boxe qui, moi, je trouve, est très plaisante. Très plaisante. Antinomique du cubain typique. Et donc, voilà. Là, Ugas, je pense qu'il est plus que travaillé par PBC maintenant, c'est qu'il est respecté par PBC. Après s'être pris une douille sur le Porter Fight. Voilà, donc arrive 2019, il commence en 2010 sa carrière, donc c'est compliqué. Contre un boxeur, que valait-il? Moi je pense que c'est un mismatch, mais c'est pour le faire boxer. Contre Mike Dallas Jr., il est encore une fois impressionnant. Voilà. Et là, tu te dis, autre aspect que je tiens, c'est que Ugas est peut-être l'une des
des mecs qui a été le plus esquivé finalement du business, notamment du business PBC, je dis bien, parce que tu te dis, Ougas là, déjà ce qui fait compte porteur, mais des mecs comme Danny Garcia, honnêtement, Ougas, il a toutes ses chances d'avoir sa victoire contre Danny Garcia. J'ai l'impression que le business le sait bien. Donc tu sais, tous ces profils à la Danny Garcia, tu vois, et tout ça, je pense ont esquivé Ougas parce que c'est très très sérieux. S'engager contre Ougas, tu te rends compte que c'est très très sérieux. Et je me dis que, tu vois, s'il n'y avait pas eu ces défaites en milieu de carrière, il aurait peut-être eu sa chance avant. C'est une théorie que je tiens d'ailleurs et que je défends, et je la défends même chez mes amis, et notamment Michael Montero. Ouais, parce que début 2020, j'appelle même Michael dans son show pour dire Ougas, c'est peut-être la pépite des Walter qu'il faut respecter. Covid arrive, et Ougas en 2020 sera de retour vers septembre. Dans un combat en fait qui est compliqué, où on retrouve pas vraiment le Ougas assez flamboyant qu'on a vu. Alors Covid oblige, retour difficile, je crois bien, mais c'était compliqué, c'était difficile contre Abel Ramos. Ça a été très très difficile, et d'ailleurs c'est une split décision, ce qui veut tout dire, hein. Et là tu vois, il a des split décisions pour lui, mais compliqué. Ça plafonne. Alors, les conditions ont-elles fait que c'est fortement possible, hein. Faut mettre un astérix Covid à toute cette période. Mais le fait est que c'est son dernier combat en date. Il était prévu pour la sous-carte de Pacquiao Spence. Spence est de côté. Reverra-t-on Spence un jour? Et c'est lui qui va avoir son Pacquiao fight. Ce qui est énorme. Ce qui est assez énorme. Alors, voilà. Sportivement, sur papier, quand tu connais les forces en présence, tu te dis, écoute, pugilistiquement parlant, on peut avoir un beau combat. On peut avoir des belles choses. Des belles choses. Mais je crois pas que on peut avoir un upset ce samedi. Je le crois pas. Malgré toute l'estime et tout l'intérêt que j'ai pour Ougas. Pourquoi? Parce que Ougas est à bien, et à 30, je sais plus, il a 36. Enfin bref, c'est pas un nouveau venu. La fraîcheur de la jeunesse, il l'aura pas. Alors c'est un pro, donc physiquement il sera là, évidemment. Mais de plus, par rapport à ce qu'il propose pugistiquement parlant, Manny a connu. Manny a déjà affronté ce type d'adversaire. Manny ne va pas être dans une surprise. Il va devoir se réadapter, mais on est sur autre chose. Et puis Ougas a malheureusement pas a pu affronter des phénomènes comme Manny par le passé. C'est toujours le problème avec Manny Pacquiao, des phénomènes comme ça, tu les affrontes pas, donc c'est toujours une nouveauté quand tu es en face à eux. Sachant de plus que Manny a l'air extrêmement shape en ce moment et extrêmement motivé, je pense que Ougas peut proposer des moments spectaculaires, c'est vrai, et c'est pour ça qu'il faut le regarder. De là à gagner, tout peut arriver en boxe, hein, mais de là à gagner, j'en suis absolument pas convaincu, mais on verra bien. Bref, pour Ougas, c'est un grand moment, c'est pratiquement inespéré d'avoir son Pacquiao fight. Et quelle sera aussi sa mentalité pour le combat, parce que on reste sur une petite déception sur son dernier combat, et puis l'âge avance,
Et puis aussi, quand tu as le Pacquiao Fight, après, financièrement parlant, même si ta carrière continue, tu n'auras plus cette échelle de, de revenus pour toi. Alors, comment Ugas va aller au combat? Avec quelle motivation? Ça sera aussi une grosse question. Voilà. Mais en tout cas, parcours plus qu'intéressant. Ça me fait plaisir de reparler de ce parcours de Ugas dans cette semaine où le grand public va finalement le découvrir. Parcours très intéressant, atypique, à la fois pour l'époque, à la fois pour d'où il vient en tant que Cubain, et atypique en tout point aussi, par son style. Voilà, c'était mon portrait de carrière de Yordenis Ugas. On se retrouve évidemment ce samedi pour le débrief du combat. Alors, je le dis jamais, mais t'as compris qu'il faut s'abonner, il faut liker, et il faut attendre la prochaine vidéo. Ah bah ouais, allez, ciao mes pirates et à bientôt.